Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération IA. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un nouvel invité, Stéphane Colo, qui a passé plusieurs années chez Meta et qui vient de démissionner il y a quelques mois pour créer sa propre startup dans l'IA. Je vais pas trop en dire ici, mais je suis ravi de recevoir Stéphane et on va aborder tout un tas de sujets sur l'intelligence artificielle générative, bien sûr, sur l'apparition de ChatGPT, sur l'état de l'art de l'IA actuellement, parce que pour beaucoup de gens, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les grandes entreprises actuellement et quelles sont leurs stratégies. Euh, donc, merci Stéphane d'être avec nous et je te laisse te présenter rapidement pour, euh, pour que l'audience puisse te connaître. Merci Guillaume pour l'invitation et merci pour l'introduction. Ouais, donc si je dois me présenter, ça fait plus de 10 ans que je travaille en machine learning et en IA. Les trois dernières, les- j'ai passé 3 ans et demi chez Meta à Londres. Chez Meta à Londres, j'ai fait 1 an sur la partie réseau de neurones qui prédit sur quoi les gens vont cliquer pour la partie ciblage publicitaire. Donc c'est un modèle qui permet d'optimiser le retour sur investissement des annonceurs. Je fais ça pendant presque 1 an et ensuite j'ai passé 2 ans et demi dans la partie generative AI pendant lequel j'ai bossé sur Llama, donc le modèle open source de Meta. J'étais co-contributeur de Llama 3, 4 et certains de mes travaux ont été utilisés aussi pour le nouveau modèle qui a été release qui s'appelle MuseSpark. Et avant Meta, j'ai travaillé 7 ans chez ING, la banque. J'ai fait 2 ans à Francfort et 5 ans à Amsterdam, où j'ai travaillé sur plein de projets pour résoudre des problèmes business de la banque, à la fois au départ retail, wholesale banking et à la fin plus finance de marché. Donc j'étais ce qu'on appelle plus un quant researcher. Et c'est là que j'ai rencontré il y a plus de 5 ans mes cofondateurs, et c'est pour ça que il y a plus d'1 mois et demi, j'ai fait mon dernier jour chez Meta et je lance une boîte d'IA appliquée au marché financier, où on fait notre propre modèle d'IA, notre propre modèle de deep learning appliqué au marché financier, euh, pour construire, en d'autres termes, un hedge fund avec une stratégie systématique. Et avant mon expérience ING, j'ai fait un master à Georgia Tech, dans une université américaine à Atlanta. Et l'avantage des grosses universités américaines, c'est qu'il y a beaucoup de cours. Et du coup, en 2014-2015, j'ai choisi beaucoup de cours en rapport à l'IA, au machine learning, au big data. Et c'est comme ça que je me suis spécialisé. Et avant ça, j'ai fait une école d'ingé et Effectivement, pour la petite info, c'est en école qu'on s'est connus, même si on n'était pas dans la même promo, je crois. Mais tu as su saisir cette vague, de l'IA directement, dès l'école et avec Georgia Tech, tout ce qui était big data. C'est vrai que, on sentait cette vague venir et cette vague vraiment, elle a déferlé quand il y a eu ChatGPT qui est arrivé, mais on va en parler. Hem J'aimerais d'abord juste que tu précises la différence entre, la partie générative, donc l'intelligence artificielle générative, parce que tu as utilisé ce mot quand tu as dit que tu avais bossé sur Llama et ce que tu as fait avant qui était aussi de l'IA, mais qui n'est pas générative. Parce que c'est vrai que, le podcast s'appelle Génération IA, en référence à l'IA générative parce que, l'idée c'est de populariser l'IA générative, que tout le monde puisse en avoir accès à ces outils et s'en servir, dans leur vie de tous les jours, dans leur travail. Mais, l'IA ne se réduit pas à cette partie, générative. En fait, c'est un peu une sous-catégorie et j'aimerais que tu expliques, relativement simplement la différence entre, ces 2 catégories, on va dire. ouais. Ouais, c'est marrant pour moi. Ça fait partie du même domaine, et ce qu'on appelle generative AI, c'est le fait que on génère
des séquences. Enfin, je suis pas un expert des termes et des définitions, mais 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 pour moi, en tout cas, tout ça, c'est un petit peu ça fait partie, comme tu dis, du même domaine, ce qui fait partie de l'IA, du machine learning, où en gros, on apprend, on fait apprendre dans ce cas-là, à des réseaux de neurones à prédire quelque chose. Et en l'occurrence, dans le cas des large language models, des LLM, on apprend à prédire le prochain mot, le prochain token. Et en fait, c'est pour ça que c'est génératif, c'est que euh, le modèle prédit le prochain mot, et une fois qu'il a prédit le prochain mot, il remet ça en input et continuer à faire le prochain mot. C'est pour ça qu'on voit dans ChatGPT et dans les autres que c'est généré mot par mot. Donc c'est un espèce de boucle récursif où en gros on génère le prochain mot. Donc le chat est assis sur le prochain probable, le mot le plus probable, ça serait sur la chaise. Une fois qu'on a mis la chaise, on continue. Et qu'est-ce qui est le plus probable après la chaise? Euh, mais comme je disais, tout ça, ça fait partie de l'ensemble que moi j'appelle machine learning, où en gros, voilà, on a des données d'entraînement et on entraîne un modèle qui ensuite va prédire et ensuite on va évaluer la capacité du modèle à prédire. Et dans mon cas chez ING, j'ai fait pas mal de modèles de prédiction qui classifient, par exemple, les utilisateurs de la banque. Est-ce que ils vont partir de la banque? Est-ce que ils vont faire un défaut de paiement? Donc il y a plein de catégories dans ce sujet-là, quoi. Effectivement, je pense que tu as cité le mot prédiction et entraînement de modèles. C'est un peu les 2 choses, spécifiques au machine learning, mais derrière le format d'output, le format de sortie, dans le cas de l'IA générative, c'est des mots et je pense que c'est, grâce à ce format que, ça s'est popularisé, que c'est devenu accessible à tout le monde parce que c'est notre façon de communiquer à nous les hommes, les humains. Mais, le principe sous-jacent, comme tu l'as dit, reste le même. Simplement, il y a cette petite boucle récursive par-dessus qui va réinjecter à chaque fois dans le contexte, les mots, dans cette conversation, en fait. Hem, Est-ce que j'ai pas la réponse, mais, c'est qui a inventé ce petit concept récursif ou qui a eu l'idée le 1er? Est-ce que tu le sais ou? Mmh. Je suis pas un expert non plus de l'historique de ça, mais je sais que moi, à l'époque, avant ChatGPT, les modèles qu'on utilisait et qui étaient un petit peu précurseurs de ChatGPT, c'était les modèles d'embedding. Ce qui permet en fait d'entraîner un modèle qui va pour chaque mot donner un vecteur, une suite de nombres, et dans cette suite de nombres, il est encodé le sens du mot. Euh, et donc ça permettait de faire des trucs assez intéressants. Et ces modèles d'embedding étaient entraînés euh, un petit peu comme ChatGPT, pas tout à fait, mais c'était l'idée on a beaucoup de textes, on a beaucoup de textes de livres et d'internet, et on peut avoir beaucoup de phrases, et on peut entraîner un modèle de façon semi-supervisée, c'est-à-dire que on prend une phrase et on va cacher un mot dans la phrase, et on va essayer de faire un modèle qui va prédire ce mot. Et donc, comme on a énormément de données, on a beaucoup de phrases, on a beaucoup de possibilités de prendre des phrases, de masquer des mots et d'entraîner un modèle. Donc, l'input, c'est la phrase avec le mot manquant, et l'output, euh, c'est le mot qu'on a caché. Et ça, c'est typiquement un truc qui marche bien avec les réseaux de neurones, où en gros, on sait la réponse et on propage dans les neurones les modifications des neurones, des poids des neurones pour que la prédiction du mot caché soit correcte. Et en faisant ça, on peut ensuite avoir un modèle d'embedding qui permet de commencer à extraire du sens des mots. Et, et c'était un petit peu le précurseur de ça. Et moi, pour la petite histoire, je bossais sur
un modèle d'IA pour détecter des vulnérabilités dans le code, euh, des failles cybersécurité qui étaient basées sur ce concept de vecteur, euh, avant OK. qu'il y ait la révolution du transformer, de Attention is all you need, qui était le papier qui a un petit peu révolutionné ça, qui était simplement une façon de d'organiser euh, les connexions entre les réseaux, entre les connexions entre les neurones différemment, ce qui permettait de de, de pouvoir entraîner comment mettre son attention sur quelle partie de la phrase pour chaque mot. Euh, donc ce qui a ajouté beaucoup de flexibilité et d'intelligence. Effectivement, ce papier-là, sur les Transformers, qui a été, publié par une équipe de Google, je crois, en 2010 ou peut-être que corrige-moi si je me trompe, mais, ça a un peu révolutionné le domaine. Hem, Tu l'as très bien expliqué, mieux que je le ferais. Hem, J'avais bossé, sur, l'entraînement d'un modèle NLP justement en stage de fin d'études pour anonymiser, des données textuelles. Donc, l'idée, c'était de prédire, quels mots et quelles expressions, correspondaient à des données personnelles. Donc il y avait par exemple des adresses, des emails, et on pouvait coupler ça avec des techniques qui ne sont pas de l'IA, comme des expressions régulières pour les adresses email. Mais, il y avait, des moments où le sens du mot était super important. Par exemple, Paris, c'est une ville, ça peut aussi être un prénom. Et donc si on prend juste un dictionnaire de ville et qu'on retire Paris, mais que dans ce cas-là, on veut garder le prénom, par exemple, ça fonctionne pas. C'est pour ça que parfois, faut, ajouter de l'intelligence. Et avant l'intelligence artificielle générative, il y avait, effectivement tout ce qui était prédiction, de mots, d'expressions, d'entités pour tout un tas de cas d'usage. Et dans mon cas, c'était, pour une conformité RGPD où, des opérateurs, enfin, avaient des conversations avec des clients et il fallait anonymiser tout ça pour que les données personnelles des clients ne fuitent pas. Donc, c'est super intéressant. Hem Et du coup, à partir de quand, chez Meta, vous avez commencé à bosser sur, Llama? Bon, toi, comme tu as fait une première partie de ta carrière actuelle, dans une banque, puis tu as rejoint Meta. Il y avait déjà des travaux en cours comme, justement tu disais que tu commençais sur Llama 3. Il y avait déjà un Llama 1 et 2? Parce que en fait, j'ai l'impression que avant la première version de ChatGPT grand public, il y avait déjà le GPT, mais juste ça n'avait pas cassé ce mur de verre en fait du grand public, et ça restait en très, intimiste, dans le monde du machine learning. Oui, ouais, je peux rajouter des petites précisions là-dessus. Je connais pas les dates par cœur, etc. Mais c'est vrai que quelques mois avant l'explosion de ChatGPT dans le public, en fait, Meta euh, avait un labo de recherche qui s'appelle FAIR, euh, qui À avec pas mal Paris? de gens à Paris, justement, avec pas Ouais. mal de gens à Paris, C'était qui a été ceux qu'ont fondé créé par Yann Mistral Lequin. aussi, non? Exactement. Ouais. Et en fait, même avant Llama 1 et avant ChatGPT, Meta avait fait un modèle, un LLM qui s'appelait Galactica, si je me rappelle bien, euh, qui en fait, si je me rappelle bien, générait des papiers de recherche. Et ça avait fait un petit peu un bad buzz où ça n'avait pas pris l'attention du grand public. Disons que la technologie était la même, mais c'est juste que OpenAI a dans sa formulation du produit en tant que chat, c'est ça qui a picked up, qui a vraiment accroché avec les gens. Et et, et, et ouais, encore une fois, je suis pas un expert du domaine, mais c'est vrai que les gens de Lama 1 et de Lama 2, c'était principalement des Français à Paris, euh, qui ensuite ont démissionné pour lancer Mistral. Euh, Et et, tu les connaissais personnellement ou non, je parce ne que toi, connaissais tu le pas. ouais. Ouais, je te connaissais pas personnellement parce que moi j'étais à Londres et j'ai rejoint GenAI à Lama 3.
Euh, et OK. donc Llama 1, 2 et 3 étaient state of the art, donc c'est-à-dire que quand ils étaient en Ah oui? release, OK. ils étaient les meilleurs modèles du Waouh moment, quoi. et ils ont été release en open source, si je me trompe pas. Hem, Pourquoi? Parce que ça paraît pas évident. OpenAI n'a pas fait ce choix-là, par exemple? Pourquoi Mais Meta, qui est une grosse boîte justement, alors qu'OpenAI c'était censé être open source, en fait ça a été l'inverse, c'est plutôt Meta qui a release en open source. en fait, disons que avant qu'il y ait la révolution et que tout le monde se concentre là-dessus, la plupart des labos étaient en mode open source. Et c'était en mode, OK, il faut publier, il faut qu'on publie pour pouvoir attirer des talents, parce que si nous on publie, les gens qui font des thèses vont venir pour penser, parce que en fait, quand tu fais une thèse, bah, tu veux publier, tu veux avoir ton nom, tu veux avoir des citations, etc. Et donc le move de Meta à cette époque, il y a eu plusieurs explications. En fait, ça venait de faire qui était très research driven, qui était très open source driven. Et donc, comme ça émanait de faire, de cette culture-là, ça a continué à être open source. Ensuite, le raisonnement de Mark Zuckerberg, c'était de dire, en fait, notre avantage compétitif, c'est pas forcément le modèle, parce que tout le monde peut faire un modèle. Euh, mais notre avantage compétitif, en fait, c'est le nombre d'utilisateurs. Nous, on a 3 milliards d'utilisateurs. Et donc, en fait, c'était release sous licence qui interdisait à des entreprises qui avaient plus de, je sais plus, 70 millions d'utilisateurs d'utiliser ce modèle. Donc, en gros, ça permettait de... Le méta en termes d'utilisateurs est très haut, mais en gros, ça permettait à toute l'industrie de augmenter un petit peu, de mettre tout le monde à plat un petit peu, et C'est pas que malin de ça faire soit une ça, guerre. en fait, ils interdisent à leurs concurrents directs de l'utiliser en mettant un certain seuil, mais ils Ouais, gardent les avantages de l'open source, de la distribution, qu'il y a, donc en fait, ils ont gardé le meilleur des 2 quoi, à ce moment-là. oui, à ce moment-là, oui. Et ensuite, je peux continuer un petit peu l'histoire, c'est assez Vas-y. drôle, je pense. Et ensuite, il y a eu Llama 4. Mais tout ça pour dire aussi que au début de ChatGPT, OpenAI publiait pas mal de papiers aussi. Et OpenAI a commencé à ne plus publier de papier et à ne plus release de modèles open source, ou en tout cas beaucoup moins souvent. Et Meta était toujours en mode, OK, Llama 4, ça va être open source et tout, et ça va être génial, etc. Et Llama 4 était un petit peu une catastrophe industrielle, dans le sens où il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis dans le développement de ce modèle. Et finalement, elle était un petit peu mieux, voire à peu près la même chose que Llama 3. Et, euh, et la communauté aussi a trouvé que Llama 4 était pas aussi bon qu'il l'espérait. Et la compétition était devenue de plus en plus rude aussi. Et donc, Llama 4 n'était pas forcément state of the art, ou peut-être state of the art sur quelques dimensions, mais voilà, c'était une grosse déception. Et là, Mark Zuckerberg a repris le contrôle de tout ça et a dit, les gars, ok, c'est moi qui suis en charge maintenant. Vous avez merdé. Et c'est là où il a commencé à recruter des chercheurs dans Ah, la d'autres labs. fameuse, équipe, Super Intelligence, Exactement. C'est là qu'il y a eu des recrutements à coût de centaines de millions sur des profils qui étaient soit chez OpenAI, soit chez DeepMind, ou soit chez Anthropic. Et en fait, il y a eu une grosse réorganisation suite au recrutement et au rachat de la moitié de Scale AI, qui était une boîte d'annotation. Une boîte d'annotation, c'est une boîte qui recrute des humains pour annoter des données qui vont être ensuite utilisées pour l'entraînement des IA. Typiquement, le truc de base, c'est on a une question d'un utilisateur, deux réponses d'un modèle A et d'un modèle B, et l'annotateur va dire quelle est la meilleure réponse, la réponse A ou la réponse B. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est utilisé dans le RLHF, le Reinforcement Learning from Human Feedback. Ça, c'est un truc clé euh, dans la révolution et dans l'augmentation de l'intelligence de ces modèles. Et en fait, tous les labs d'IA utilisaient des boîtes pour acheter de la donnée d'annotation. Et Scale AI était utilisé par toutes les industries, par toutes les labs d'IA.
Mais moi, dans mon entourage et dans mon expérience, Scale.ai était connu pour avoir des données de pas très bonne qualité par rapport à ses compétiteurs, mais il permettait de délivrer des grosses quantités de données rapidement. Euh, et du coup, Mark Zuckerberg a acheté la moitié de cette boîte, qui pourrait être vue comme une boîte de, j'ai plus le nom qui m'est en tête, mais en vrai, c'est c'est comme une boîte d'intérim entre guillemets. Et il a racheté la Mmh. moitié de cette boîte d'intérim pour 13 milliards. Euh, et il a pris le CEO de cette boîte, qui s'appelle Alexander Wang, et avait 27 ans à l'époque, qui doit avoir 28, et qui n'a pas vraiment de background en IA, si ce n'est le fait qu'il a créé une boîte de notation. Euh, et il est devenu le chef de toute la partie IA chez Meta. Donc, je sais pas, plusieurs milliers de reports de gens dans son organisation de façon indirecte. Et Fer a été aussi sous sous Alexander Wang. Et du coup, voilà, depuis la Mac 4, il y a eu complètement une réorganisation et la création d'un nouveau lab de research, un nouveau lab de recherche qui s'appelle TBD, qui veut dire To Be Defined. Euh, Ils l'ont et c'est toujours même pas pas une dit. blague. Voilà, ouais. Et donc voilà, ce nouveau labo, bref, je pourrais écouter plein d'anecdotes, mais tout ça pour dire que, pour venir à ta question, toute l'industrie est passée du mode open source et du mode on publie des papiers de recherche à plus, ok, on met des millions, des milliards d'investissements et du coup maintenant on garde, voilà. Par exemple, faire publier et maintenant faire doit demander l'autorisation à Alexander Wang avant de publier. Euh, donc mais c'est un changement dans toute l'industrie. C'est sûr que en fait, Mark Zuckerberg fait un pari sur l'IA très important. Enfin, je pourrais pas dire, mais je pense que c'est de l'ordre de dizaines de milliards. Euh, et voilà. Donc, les enjeux sont tels Mmh. que maintenant, ouais, c'est plus côté Il y a industrie. eu ce revirement, quoi. En fait, il a voulu s'aligner avec, ce que faisaient les principaux concurrents OpenAI et Anthropic et même Google, même si Google, ont fait un peu d'open source aussi récemment. Mais, ouais, il s'est complètement, retourné, enfin, en tout cas, sous pression des investisseurs ou je sais pas exactement, mais, il s'est dit: «Vas-y, j'envoie le paquet». C'est qu'il devait avoir des infos aussi et oui, du coup, j'ai vu que Yann Lequin, qui était le chief scientist, enfin le chef scientifique un peu de Meta, du coup, a démissionné pour créer une entreprise, de robotique, à Paris. Hem, je pense que ça a pas trop dû lui plaire de devoir, reporter un gars de 28 ans là, qui avait aucun background en IA. Je sais pas, mais je pense pas que c'est la raison qu'il a évoquée. Mais à mon avis, ça doit être une des raisons, En fait, ouais, je connais pas, je suis pas dans les petits papiers, etc. Mais je sais que depuis déjà un an ou deux, euh, Yann Lequin n'avait pas de grosses responsabilités hiérarchiques. Euh, mais il a quand même ce titre. Mais donc je sais pas. Je pense que Yann Lequin soit été commencé à être mis de côté il y a déjà quelques années, soit était moins intéressé dans le fait d'être un manager, parce que oui, quand on c'est un commence à, chercheur et il veut pas, voilà, en fait, passer sa vie à répondre à des mails et être dans des réunions exactement. et j'ai vu que Yann Lequin je rebondis, en fait, mais il y a 1000 questions qui me viennent à chaque fois, donc je vais essayer de les garder en tête, mais en fait, je rebondis à chaque fois sur la dernière chose. Ouais. Yann Lequin dit souvent qu'il croit pas trop en l'IA générative pour résoudre, certains problèmes. Je sais pas si tu as une opinion là-dessus, lui, du coup, il part plutôt sur une autre architecture. J'ai vu qu'il comprend le monde réel. J'ai vu que Mhm. Jeff Bezos aussi, il a investi dans une start-up, de d'IA, mais pour comprendre aussi le monde réel. Ouais. Concrètement, ça signifie quoi? Ils vont utiliser quoi comme données? Des vidéos, ou des simulations 3D? Enfin, quelle est la différence et quelle est ton opinion là-dessus, tu vois? Même s'il y Ouais. a une partie un peu philosophique aussi, mais Ouais.
Moi, ma perspective personnelle sur ça, c'est que on sait que les LM, ça fonctionne. On a ce qu'on appelle la scaling law, qui explique en gros que si on multiplie par 10 le compute et les données, on augmente l'intelligence par un certain facteur. Euh, et des fois, il peut y avoir des noms, des effets de threshold, comment dire, des effets de seuil où on unlock. Donc, c'est pas forcément linéaire, mais voilà, Oui, en en gros, moyenne, il faut mmh. multiplier par 10 à chaque fois, et Et à ça chaque fois ça qu'on a il y multiplié a par il y 10, a il ça y a marche très il y bien. a forcément un plafond à ça ou pour l'instant il y en a Ouais, pas et on l'a pas vu? jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas de plafond. Ouais, Mais c'est sûr que une fois qu'on a fait une centrale nucléaire et le cluster associé, qu'il faut multiplier ça par 10, il faut faire, il faut faire 10 centrales nucléaires. Donc, il y a ouais et sans doute une limite physique à partir d'un moment. une limite physique Mais pour l'énergie, pour le compute, mais les datas, j'ai vu qu'il y a des alors, boîtes comme Mercor là qui sont spécialisées pour recueillir des données des experts humains, tu vois? mmh, Pour entraîner des IA, mais du coup, une fois qu'on aura siphonné tous les experts humains, il y en aura forcément d'autres qui vont apparaître, mais ouais, je suis pas un expert non plus des OK. facteurs limitants, mais sur les données, on a des données synthétiques et puis maintenant on a un Donc domaine données qui synthétiques, ça veut dire, générées par IA, également, quoi. généré par On entraîne IA, des IA sur des données générées par IA. oui, où on crée des environnements synthétiques. Par Oui. exemple, dans tout ce qui est coding, c'est parfait puisque on a un environnement où on fait du code, on génère du code, on voit le résultat et on peut créer des environnements où l'output la génération du ce que fait le LLM peut être vérifiable. Donc il y a pas mal de trucs par rapport à ça en ce moment. C'est tout ce tout ce qui est vérifiable. Euh, et du coup, je me suis un peu perdu. On s'est perdu, mais Ah oui, j'aimerais oui, sur les technologies, et cetera. Donc ouais, je disais, voilà, on sait que les LLM, ça fonctionne, il suffit entre guillemets, il suffit de scaler. Et effectivement, il y a des innovations à trouver, un petit peu comme ce que DeepSeek a trouvé sur le syncing euh, et sur l'inference scaling, donc le fait de dépenser des tokens au moment de l'inférence pour augmenter l'intelligence. Euh, donc voilà, il y a pas mal de recherches et d'optimisation. Il y a beaucoup d'optimisation à faire de ce côté-là, oui, mais bref, on sait que ça marche. Et Yann Lequin, il est plus en mode, c'est un chercheur et lui, il veut trouver la prochaine truc mmh. En mode: «Ça, c'est qui bon, ça a a été trouvé, les ouais, transformers, ensuite maintenant c'est que de l'industrialisation. Moi, exactement. je Ouais. veux» OK. Moi, je pensais, enfin voilà, c'est mon vision un petit peu Ouais, personnelle de ouais. la situation, et donc lui, il fait de la recherche sur des trucs beaucoup plus risqués. On ne sait pas si ça va fonctionner. Si ça fonctionne, le potentiel est immense en termes d'intelligence et du coût de l'intelligence euh, et de l'application dans le monde réel. Mais voilà, c'est de la recherche. OK. Tu parlais d'optimisation, enfin, je travaille pas mal sur ces sujets d'optimisation parce qu'il y a énormément de gâchis de tokens, en fait, je trouve et il y a énormément de techniques, en fait, des techniques de prompting, de gestion du contexte qui permettent, en fait, de totalement changer l'output. Ça, c'est vraiment un champ pour moi qui est nécessaire parce que les providers d'IA comme Anthropic, eux, ça les intéresse pas forcément de travailler sur l'optimisation parce que ça fait dépenser plus de tokens, donc ils sont pas mécontents. Enfin, je sais pas, mais c'est fou comment, en fait, les changements, les skills avec, juste des fichiers texte qui permettent, de dire au modèle, comment raisonner. J'ai vu aussi qu'à l'époque, c'était le Strawberry, je crois, de OpenAI, juste en lui disant de détailler son raisonnement, ça arrivait à un meilleur output. Hem, il y a un truc quand même, tout ce qui est optimisation, bon, c'est pas vraiment de ton ressort également, mais c'est lié aussi au coût. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus? J'aimerais aussi parler des Ouais, évaluations après parce que ça, pour le coup, c'est, quelque chose que tu connais très bien. ouais. Hem, Ouais, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que globalement, ce qu'il faut prendre bien en compte, c'est que le coût de l'intelligence euh, diminue tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois ou tous les X mois, on a un nouveau modèle qui est souvent
le modèle le plus intelligent est d'accord. Il est souvent plus gros et plus cher. Et par contre, en fait, quand on a des gros modèles comme ça, on peut les distiller dans des modèles plus petits. Mmh. Euh, Distiller, et en donc fait, explique rapidement ce que c'est exactement. distiller, ça veut dire qu'on prend un modèle, souvent un modèle beaucoup plus gros et très intelligent, et on va prendre un modèle plus petit et on va distiller l'intelligence du gros modèle dans le petit modèle. Et En ce lui envoyant des qui, données d'entraînement en rédigées fait, par on le gros peut, modèle, quoi. il y a plusieurs façons de le faire, mais une des façons de le faire, c'est de générer des données d'entraînement par le gros modèle pour entraîner ou fine-tuner le petit modèle. C'est Euh, exactement, j'ai fait un peu ça ce matin, je te demanderai 2-3 conseils après, après le podcast. J'ai vu que DeepSeek, ils avaient été accusés de distillation par Anthropic. En gros, ils prenaient les modèles, Claude, les plus intelligents pour entraîner leur modèle open source Anthropic. Je crois que c'est interdit par leurs conditions d'utilisation, mais en soi, à la guerre comme à la guerre, j'ai envie de dire là, actuellement, il y a des enjeux géopolitiques énormes entre la Chine, les États-Unis et celui qui va craquer l'IA, le plus vite, ben, il va gagner. Et la stratégie chinoise, je trouve très intéressante de partir sur de l'open source. En général, quand on est le plus petit, on balance en open source, sauf pour Meta, comme c'était le cas avant, mais tu as expliqué pourquoi. Et du coup, en fait, Anthropic, OpenAI lèvent tellement des milliards que si demain tu as un modèle chinois qui va être meilleur, ça risque de faire couler, une des 2 boîtes, quoi, voire les 2. Enfin, ça, c'est que des suppositions parce qu'ils sont encore, très, très puissants. Hem, je referme la parenthèse, j'aimerais vraiment qu'on parle des évaluations des modèles parce que c'était un peu ta responsabilité chez Meta. Déjà, à quoi ça sert, d'évaluer un modèle? S Et comment on fait? Quelles sont les différentes techniques? Que tu peux nous expliquer un peu tout ça? ouais. Ouais, l'évaluation, la partie évaluation dans le développement d'un modèle est hyper importante parce que euh, le développement de ces modèles est très empirique. C'est-à-dire que bah, on teste des architectures, on teste différents mixtes de données, on entraîne, et après la seule façon de savoir si le modèle est mieux ou moins bien que la version précédente ou, ou ouais, c'est d'évaluer. Et, comment on évalue? On évalue avec ce qu'on appelle des benchmarks qu'on doit créer. Et un benchmark, souvent, c'est un prompt qui simule un utilisateur et et la réponse attendue. Donc, il y a différents types de benchmarks. Il y a des benchmarks qui sont vérifiables de façon assez automatique. Par exemple, si je demande 2 plus 2, euh, il suffit de regarder si il y a de la réponse qui est donnée par le LM est 4, ou si la réponse contient 4. Euh, donc ça peut se faire de façon assez automatique avec des regex ou avec du code. Euh, dans le même domaine, par exemple, quand on génère du code, on peut faire un benchmark où le LM doit fixer un bug et on va lancer un unit test pour Ah, voir c'est pas si mal, c'est malin. voilà, exactement. Donc ça marche très bien. C'est déterministe entre guillemets. Mais il y a Voilà, beaucoup c'est ça. il y a beaucoup de cas d'usage qui sont pas déterministes ou qui sont plus subtils. Donc par exemple, euh, mettons, je demande, OK, crée-moi un poème sur un podcast qui s'appelle Génération IA. Et donc là, il peut y avoir plein de façons différentes de répondre à cette question. Et, euh, et du coup, c'est là que ça devient un peu plus subtil pour détecter de façon systématique ou automatique quelle est la meilleure réponse. Mmh. En Donc, fait, si je prends c'est subjectif, quoi. Il y a des gens qui vont préférer tel poème, d'autres gens un autre poème. C'est ça qui est difficile, avec le Ouais, langage alors, aussi. excuse-moi, il faut que je prenne un autre exemple qui est plus pertinent. Je vais prendre un exemple sur lequel j'ai vraiment bossé. Je travaille sur la partie safety, la partie, comment on dit en français, euh, la, Sécurité?
sur la Non, sécurité ou sur le fait, par exemple, que le modèle ne doit pas être raciste, par exemple, ou ne doit pas avoir des biais, etc. alignement un Ah, peu? Enfin, ouais, exactement sur l'alignement. Euh, et du coup, par exemple, voilà, donc on définit une police ou comment dire un document qui dit ce qui est raciste pas raciste, ce qui est autorisé pas autorisé. ça doit être Et fun, pour celui qui crée les datasets. effectivement, ouais. Il doit avoir des choses, Effectivement, oui, il y a des sujets qui peuvent, ouais. Mais du coup voilà. Donc dans ce type d'exemple, voilà, la réponse c'est de savoir est-ce que la réponse match, ce qu'il est aligné avec avec les instructions ou pas aligné avec les instructions. ah oui. Et pour faire ce type d'évaluation, dans l'industrie, on utilise beaucoup maintenant ce qu'on appelle LLM as a judge, Mmh. ce qui veut dire en gros on utilise un LLM pour juger un autre LLM. Et Du coup, le et juge doit être, forcément plus intelligent ou pas nécessairement? beh, c'est toute une question. C'est toute une question aussi, il faut évaluer, le LLM as judge, donc ça, c'est une de mes spécialités. Hem Ah toi, tu et cherches les meilleurs juges, quoi? exactement, ouais. Et dans la création de juges, tu as différents types de juges, mais tu as des juges qui sont simplement des prompts. C'est-à-dire que tu dis, voici la question de l'utilisateur, voici la réponse de l'agent, voici la police qui dit ce qui est autorisé et pas autorisé. Est-ce que la réponse de l'agent viole Et conforme, ouais, ou conforme le- les instructions? Et, et, euh, et donc ça permet de faire des évaluations at scale et heu et voilà, ouais. Donc c'est hyper ça important doit parce que coûter c'est assez hyper cher de faire, des évals avec des LLM en plus, quoi. ouais, donc il y a une problématique de coût, Faut mais trouver un juge intelligent et à la fois pas cher. exactement, ouais. Mmh. Mais dans tous les cas, enfin en tout cas dans les cas, dans la plupart des cas, un juge est maintenant plus intelligent et moins cher que de demander, à des humains d'annoter les réponses pour faire des évaluations. Donc Donc le métier d'annotateur a été remplacé déjà, et la boîte ouais, d'intérim, de Alexander Wang, peut fermer ou se pivoter, quoi. Devient une boîte d'IA. ouais, Ah, c'est vrai que c'est moins en fait, maintenant, ce qui est intéressant pour les annotations, c'est de enfin, bref, je pourrais en parler un pendant plus longtemps, mais oui, c'est un peu plus subtil que ça. OK, ouais. C'est vrai que, en fait, tu es obligé de mettre de l'intelligence, pour juger d'une réponse si elle est conforme ou pas parce que, c'est pas déterministe. Il peut y avoir des mots synonymes, on peut expliquer la même chose de plusieurs façons et donc il y a énormément de subtilité donc là aussi, c'est pour ça qu'il y a besoin d'intelligence. Hem, pour mon app, MyTrainer là, j'ai utilisé cette technique LLM as a judge pour, juger en fait de la qualité du coaching, dans l'application. Parce que c'est, quelque chose qui est totalement subjectif aussi. Ça dépend du coach et cetera. Donc, avec des instructions spécifiques et une police comme tu dis, pour vérifier que, il donne pas des instructions dangereuses, par exemple, ou des choses comme ça, tu vois? Et qui se conforment bien au profil de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment intéressant cette partie. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que avec les LLM, on peut tout faire, même juger d'autres LLM, même créer des données pour entraîner d'autres LLM. En fait, tu as l'impression qu'il y a une boucle, récursive, et que tu peux absolument tout faire avec les LLM, quoi. En fait, c'est ce que je dis, parfois, l'intelligence artificielle, c'est un peu la première technologie qui peut t'expliquer comment elle fonctionne elle-même, qui en fait, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle a une conscience, tu vois? Parce que ça, c'est un débat, parallèle, mais qui peut comprendre comment elle-même fonctionne et là-dessus, il y a vraiment un côté fascinant, moi, j'ai toujours été fasciné par ça et par l'IA en général depuis, que j'en ai fait, à l'école, tu vois? Parce que c'était, quelque chose qu'on n'arrive pas à vraiment comprendre, pourquoi ça marche, pourquoi, le réseau de neurones, fait ça et du coup, on part du résultat, on itère ensuite. C'est vraiment, quelque chose de fascinant
Je pense que tu partages cet intérêt parce que du coup, toi, tu as carrément, fait, full carrière, à fond là-dessus. Hem, Avant de parler, de ta prochaine start-up, qui va être très intéressant aussi parce que moi, j'ai envie de savoir si une IA peut, me faire gagner de l'argent en bourse ou pas. Très binaire et tu vas me le dire. Mais avant ça, est-ce que tu veux aborder ton projet, Vilebob, projet open source? Donc pour, mettre un peu de contexte, j'ai vu il y a une semaine, que tu as sorti un projet open source sur GitHub, hem, d'une extension, Chrome, on va dire, pour modifier l'interface web avec laquelle tu interagis dans ton navigateur directement et j'ai checké un exemple où, tu es sur Amazon et tu dis à Vibebob, en fait: «Change-moi, l'interface et crée-moi un tableau des résultats de produits avec une comparaison» et du coup, il te fait ça directement dans l'interface. Hem, je te laisse, présenter, aborder ce sujet. Ouais. Pourquoi tu as fait ça aussi? Est-ce que c'était juste pour le fun? Est-ce qu'il y a une suite ou est-ce que c'est un one shot, tu t'amuses comme ça? En fait, c'est marrant, ça vient d'une frustration que j'ai depuis plusieurs années, sur pas mal de petits trucs, dans des applications ou dans des sites internet que j'utilise. Par exemple, je déteste YouTube Short. Et si je pouvais payer, YouTube pour qu'il me désactive YouTube Short parce que c'est que des vidéos, heu, courtes, Abrutissante? abrutissantes, addictifs, j'aimerais payer, pour qu'il me supprime cette feature, mais c'est pas possible. Donc on va dire ça vient C'est du rare d'entendre ça, payer pour supprimer des features. ouais. Et du coup, ça vient un petit peu de l'idée de donner plus de contrôle à l'utilisateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette idée, elle se concrétise maintenant d'une façon complètement différente que ce que j'avais en tête avant. C'est-à-dire qu'on peut donner à l'utilisateur de modifier les sites internet qu'il utilise, les applications qu'il utilise directement, sur son device. Bon alors, les applications mobiles, c'est pas encore possible, mais j'imagine un monde où ça sera possible. Hem et du coup, voilà, donc c'est une extension Chrome où voilà, par exemple, je suis sur YouTube, j'ouvre le chat sur le côté et je dis, «OK, supprime-moi YouTube, Short» et ça modifie, l'HTML et le CSS en local, uniquement pour moi et ça, du coup, modifie mon expérience utilisateur pour le mieux. Hem et du coup, voilà, la raison pour laquelle je voulais en parler, ici dans le podcast, c'est que je je sais pas si c'est vrai le cas, mais j'ai l'impression que potentiellement dans le futur, l'utilisateur sera le développeur, de l'utilisateur, de l'application, et Mmh. de ses besoins. On pourrait imaginer que dans n'importe quelle application, on ait un bouton sur lequel on peut dire, «Bah, en fait, oui, rajoute-moi un bouton pour trier, telle, table, telle façon». En fait, l'origine de ce projet, c'est que j'utilisais un SaaS qui s'appelle Comet pour gérer toutes mes expériments, parce que je fais de la recherche avec ma prochaine startup, enfin ma startup actuelle. Hem et il me manquait, une façon de visualiser les expériences. Et du coup, je me suis dit: «OK, je vais créer ce logiciel, cette extension qui me permet de modifier, n'importe quelle interface utilisateur». Et du coup, voilà, je l'ai mis à disposition en open source et heu et voilà donc OK, ben je mettrai le lien dans la description du podcast si vous voulez checker. Hem, j'avais vu des projets comme ça. Il y a un mec là en France qui a fait une application, qui te donne accès à Instagram, YouTube, Facebook et qui retire en fait tous les formats courts, pour reprendre ton exemple et ça marche plutôt bien. Je crois que ça s'appelle iCare. Je l'avais téléchargé, mais très bien. c'est intéressant ce truc de, en fait, c'est bien de faire de la prospection comme ça, surtout quand, tu crées des startups parce que du coup, tu essaies un peu d'anticiper ce que les gens auront besoin. Hem, c'est original de penser que l'utilisateur va développer sa propre version de ton application, customisée. J'avais jamais, pris la chose dans ce bout-là. Moi, j'étais plus sur une vision, agentique où en fait, le software, tu enlèves les boutons, tu enlèves, tout ça et tu interagis avec lui en lui parlant, par exemple, tu vois?
mais peut-être qu'il y a un pont entre les 2 aussi. Peut-être que la partie visualisation, elle peut être important aussi pour l'utilisateur, pas toujours avoir une interface de texte. Hem, D'ailleurs, j'ai ce problème aussi en coding, en fait, je code quasiment plus qu'avec, tu vois, des agents et du coup, je regarde de moins en moins le code et parfois ça me manque en fait de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et des fois quand je regarde, tu vois, une pull request et je regarde et je fais: «Mais attends, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, ça marchait, ça passe le test, mais genre c'est trop complexe», tu vois? Ou c'est du coup la partie interface, je trouve qu'elle est aussi importante là-dessus. Toi, juste, petite question annexe, tu codes en full agentique ou ça t'arrive encore parfois de taper des choses à la main? Et est-ce que Heu, tu regardes toujours ton code? ouais, alors, moi personnellement actuellement, je donc on est en il faut toujours dire la date, hein, on est en mai 2026, hein. Heu, Le parce 19 que mai pour effectivement être ça précis. ç Oui. voilà, ça peut changer, tout, mais moi et bon, forcément il y a un contexte aussi. Moi, je suis en train de développer un fonds d'investissement systématique, donc j'ai du code qui potentiellement va gérer des millions et du coup, C'est super je important pour toi de écrire à la main, chaque cycle, est important. alors du coup, moi Enfin, j'écris pas de code, mais par contre ouais, je ouais, regarde tu fais review, je regarde le code qui est généré et je revue. Mais la revue est assez rapide, c'est-à-dire que je scrolle et simplement dès que j'ai une ouais, intuition qui me dit que: «Tiens, je l'aurais pas fait comme ça» ou «C'est un peu marrant», j'envoie mon intuition dans le chat et tu soit itères, j'ai une bonne intuition ou soit, bah, il va fixer ce que je veux j'ai l'impression que comme et notre métier, il change, on a développé, certaines compétences nouvelles, tu vois? Comme, un peu cette intuition ou quand genre tu survoles et tu vois qu'il y a un truc qui va pas. J'ai ouais, l'impression que ça marche assez bien, tu vois? Et exactement. Exactement, mais je sais qu'il y a des gens, et je pense que pour développer des applications avec du front-end et cetera, il y a des gens qui sont adeptes du full agentique et ils sont en mode, il est hors de question que tu regardes une ligne de code. Je pense que ça s'applique aussi, dans mon cas, ça s'applique un peu moins, mais mais à partir du moment où il y a des tests et qu'il faut tester, est-ce que la feature est là? c'est bien testé, ouais. C'est en fait, j'ai un peu cette vision que le vibe coding, c'est un peu comme l'IA en général. Genre, tu donnes ton résultat et ensuite ça va itérer sur un truc que tu comprends pas jusqu'à que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, Mmh, cet entraînement récursif mmh, et c'est pareil pour l'optimisation de prompts. J'avais essayé d'optimiser des prompts, tu vois? Et du coup, je lisais même pas les prompts que ça me sortait, mais simplement je disais à Code: «Voici, mon dataset d'évaluation. Je veux qu'avec ce modèle, genre, tu testes, plein de prompts jusqu'à que genre ça atteigne, enfin, tu vois, que ça valide un peu ce dataset» et bam, il itérait aussi, sur les prompts sans que je regarde, tu vois? Et j'ai tout à l'impression fait, qu'avec le je crois que c'est, je crois que ça François Chollet, je crois, en gros, celui qui a créé le benchmark ArcAGI, qui avait fait un tweet là-dessus en disant que c'était un peu similaire, à la démarche, tu vois? tout à fait. Et Tu peux considérer, ton prompt comme des paramètres qui sont entraînés, parce qu'effectivement, si tu changes la phrase, ça change le comportement et du coup, faut faire attention. Il y a des techniques, il y a des gens qui utilisent ça, et notamment, les prompts qui sont générés par IA, sont souvent meilleurs que les prompts générés par humain. Donc une des techniques qui marche très bien, c'est de faire un prompt, qui est généré par, humain et de simplement le rephraser ou le régénérer par de l'IA et simplement cette technique-là qui est très simple, augmente la performance, ou l'intelligence, ou l'accuracy, si tu veux, ouais. de ton LLM as a judge par exemple ou Effectivement, tu peux juste changer un mot, ça changera l'output, donc tu peux tester plein de variations différentes. Donc si vous avez des prompts en production, n'hésitez pas à quand même, faire cette passe facile, pour déjà optimiser, largement les résultats. exactement Hem, et encore une sur fois, c'est du là ça se rapproche du machine learning et faut faire attention à l'overfitting, over-optimisation donc Ah on va oui, pas trop parler de exactement. ça, Non, mais une des problématiques qu'on fait face, dans les visualisations, c'est la contamination. C'est le fait que, le benchmark est dans les données d'entraînement et du coup, c'est simplement de la mémorisation et du coup, ça permet pas de voir si ça généralise, ouais. d'autres situations.
Pour Faut prendre toujours une attention à ça. métaphore, c'est comme si tu avais un mec qui se souvient de tout, qui a une mémoire d'éléphant, mais en fait, il est pas intelligent, quoi. Dès qu'il Exact. fait face à quelque chose qu'il connaît pas, il est incapable, de réfléchir là-dessus. Hem, J'avais vu aussi que le problème des benchmarks, c'est que les labos, justement, ils font tout pour avoir le meilleur score sur ces benchmarks et du coup, parfois, si tu as un cas d'usage qui est pas dans le benchmark, pardon, c'est pas forcément garanti que le modèle soit bon dessus. Après là, c'est peut-être au rôle de ceux qui font les benchmarks, justement, de proposer encore plus de cas d'usage, tu vois? Mais ça, il y avait des modèles qui paraissaient, incroyables parce qu'ils maximisent tel benchmark et en fait, la communauté, par exemple, n'aime pas ce modèle pour X ou Y raison. Peut-être que c'est juste son caractère, son comportement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des benchmarks pour juger ce genre de choses? J'ai vu un papier d'Anthropic là qui disait qu'un de leurs modèles, par exemple, heu, il il avait une opinion, c'est qu'il aimait défendre la cause animale. Heu, c'est un youtubeur français là, Monsieur Phi qui a fait des vidéos dessus. Parfois, tu sais, ils arrivent à extraire des insights comme ça. Est-ce que là, il y a des moyens d'évaluer ça aussi ou des fois vous découvrez carrément des choses, grâce à la communauté, Ouais, non, effectivement, il y a ce risque-là. Enfin, ouais, tu ouvert pas mal de directions là, mais oui, par exemple, l'AMA 4, les gens disent que il a été un petit peu overfité sur les benchmarks. Ah OK. Je peux pas, j'ai pas d'éléments pour le confirmer ou le dénier, mais mais voilà. Donc le mieux, c'est de faire appel à des sets d'évaluation privés. Euh, où en gros, les labs n'ont pas accès aux benchmarks et ne peuvent pas mémoriser. Il y a des Par boîtes qui exemple, sont spécialisées dans les benchmarks il y a, privés, il y a, il y a pas mal de, il y a des gens qui font leur propre benchmark et qui publient. Par exemple, il y a un YouTuber, ancien chercheur qui est bon en IA, très technique, qui s'appelle AI Explained, qui a un benchmark qui s'appelle Simple Bench, qui garde privé. Et, euh, et j'aime bien regarder celui-là parce que il est privé et ça teste l'intelligence et le common sense, le sens commun entre guillemets. Euh, donc ça c'est un des benchmarks que j'aime bien utiliser, qui s'appelle Simple Bench. Est-ce qu'on pourrait pas, demander aux hommes politiques de passer ce benchmark, pour être élus, ça pourrait être Assisté incroyable. d'IA ou pas assisté Heu, d'IA? non, pas assister justement. Bah, je vois pas pourquoi les hommes politiques ne devraient pas être assistés d'IA. C'est Mais vrai et c'est vrai. Il y en a qui sont contre en France, il y en a beaucoup qui sont contre. Des députés qui avaient dit que jamais de la vie ils utiliseraient l'IA. Je trouve ça dommage parce que tu peux bien l'utiliser et mal l'utiliser. C'est justement tout tout à l'essence fait. de ce podcast, en fait. J'essaie Mm, d'expliquer que si on l'utilise bien, ben, ça aide, quoi. Ce serait ouais, dommage de s'en priver. En tout cas, on aborde la dernière partie de ce podcast, qui est, un peu ta nouvelle start-up, donc ton retour un peu, à tes amours, de la finance, après ton passage chez Meta, dans l'IA générative. Hem, ça m'intrigue quand tu m'as expliqué parce que je me dis, en fait, est-ce qu'il y a déjà des gens, et je pense que c'est déjà le cas, qui gagnent de l'argent, grâce à des algorithmes d'IA et c'est ultra confidentiel, tu vois? Est-ce que, enfin, j'imagine qu'il y a 1000 réponses différentes et 1000 façons de faire. Toi, du coup, tu fais un modèle d'IA, en gros, qui se transforme en fonds d'investissement ou fonds de gestion, de fait, parce que le but de ce modèle, c'est de générer de la performance et de surperformer, le marché en général. ouais, Heu, je te laisse reprendre la main là-dessus. C'est tout ce que j'ai compris comme information parce que on a abordé ça très brièvement, pour garder justement de la substance pour ce podcast. Donc, explique-nous ce que tu fais, explique-nous, quelles sont ouais. tes ambitions de performance, par exemple, Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu passer ou beaucoup de gens qui s'imaginent que on peut donner entre guillemets de l'argent à ChatGPT et il va lui-même Oui. placer les trades, etc. Il y a eu un youtubeur, je crois que c'est Defend Intelligence, je crois qu'il s'appelle Anis,
qui a fait une vidéo où il crée un peu des bots de trading. J'ai pas vu la vidéo, mais j'ai Ouais. vu ça passer Alors, et ça nourrit des fantasmes, tu vois? Tu te dis: «Bah, moi aussi, je vais exactement. faire mon bot de trading», déjà ça coûte Ouais. cher, en fait, de demander à Anthropic de d'analyser tout ça, mais ouais. Alors, juste pour clarifier ça, je fais pas du tout ça et j'y crois pas vraiment à ce genre de truc. OK. En fait, ouais, j'y crois pas trop. Encore une fois, on est en 19 mai 2026, mais en fait, les LLM, je pense, sont pas bons, je pense, pour prendre des décisions d'investissement. Après, oui, ça peut être utilisé pour faire de l'analyse fondamentale peut-être ou voilà, mais bon, J'aime bien le fait que tu c'est rajoutes la date à chaque fois, c'est parce que ça évolue tellement vite qu'on n'a aucune certitude sur l'avenir. ouais. Mais du coup, voilà, moi, c'est pas du tout mon approche. Moi, en fait, je fais un modèle de deep learning, donc c'est pas un LLM, c'est pas token based, c'est pas semantic based, donc mes tokens, c'est pas des mots. Moi, c'est plus du time series, donc c'est plus des séquences de chiffres. Et et du coup voilà, c'est ça a entre guillemets rien à voir avec ChatGPT, mais en même temps c'est quand même un réseau de neurones un petit peu avec la même architecture. Hem et voilà et bon voilà, je peux pas en dire trop plus, parce que Oui, c'est une industrie qui est très secrète. Si quelqu'un a une stratégie qui fonctionne bien, il va forcément bien le dire sûr. à personne. Si tu as une bonne architecture, que tu as des bonnes techniques, Ouais, c'est vrai que là, les partager, c'est confidentiel. ouais. Mais je sais que voilà, il y a certains, hedge funds qui sont très connus, qui, ont ce type d'approche ou ce que j'ai entendu, ont ce type d'approche où en gros c'est un réseau de neurones qui va générer les signaux, heu, de d'achat ou de vente entre guillemets, ou qui va générer des signaux qui doivent ensuite être transmis, convertis dans une façon de l'implémenter. Donc, qu'il faut ensuite implanter le modèle en une stratégie. Donc il y a plusieurs parties dans ça. Il y a la partie entraînement du modèle et ensuite il y a comment tu utilises l'output du modèle et comment tu le traduis en ordre sur les marchés, comment tu gères ton risque, etc. Mais, là, du coup, tu as déjà une preuve de concept, tu as déjà validé quelque chose, OK. Ouais. Ouais, donc là, on fait un track record avec notre propre argent et les performances sont alignées avec le backtest. Donc c'est un peu technique, mais le backtest, c'est notre Ouais, donc ça simulation te de. conforte, sur le fait que, tu as un modèle qui fonctionne Ouais, et de lancer à fond, ta boîte là-dedans, quoi. ouais. Après, voilà, c'est pour des investisseurs professionnels, donc voilà, c'est pour ça que je peux pas en parler Oui, oui, en public j'imagine. depuis vendredi là, je suis officiellement enregistré à l'équivalent de l'AMF en Angleterre, qui s'appelle FCA, qui est l'organisme qui régule les marchés financiers ou les activités de marché OK, financier en Angleterre. félicitations. Du coup, ça sera quand les premières res mises en production, potentielles, dans quelques jours, dans quelques mois? Heu, Ben, déjà qu'on est en production déjà avec notre propre argent et ensuite ben, on va chercher des investisseurs pour le fonds, des investisseurs professionnels qualifiés. Euh, ouais, on espère que ça va marcher. OK, génial. Bon, on arrive à 1 heure de podcast. Je sais pas si, tu aimerais rajouter des choses sur, peut-être une question, un peu d'ouverture. J'avais vu une vidéo, de Micode, je crois, où il y avait un mec qui expliquait qu'il avait un modèle où en gros, lui, il prenait en compte, tout ce qui se passe dans le monde, et du coup, il essayait de comme ça, de prédire un peu ce qui est le futur, quoi. En gros, est-ce que c'est possible de prédire ce qui va se passer dans le futur, Heu, grâce, à toutes les données? C'est un peu ce que tu fais sur un domaine très, très particulier, très, très spécifique. Je Ouais. sais pas à quel point ça peut s'appliquer, tu vois, dans d'autres domaines, en fait. Je suis un petit peu sceptique sur la prédiction du futur. Il y a tellement de possibilités, etc. Moi, mon approche, ça se rapprocherait plus je dirais pas de l'arbitrage, mais presque. C'est quand le marché est volatile, il y a des anomalies de marché qui se créent. Donc en fait, moi, je suis sur le marché obligataire et c'est un marché qui est pas complètement
automatisé, et du coup, il y a des anomalies de marché qu'on peut détecter et prendre des positions dessus. Mais prédire le futur, enfin, je suis pas il y a trop d'entropie, quoi. Il y a trop de J'avoue que facteurs. ouais, elle était difficile cette question, mais oui, oui, effectivement. Ouais. Est-ce que tu veux revenir sur quelque chose, avant de terminer ce podcast? Non, je pense Ou qu'on a fait, j'ai on a fait le tour? Je on pense a que fait le c'était un tour, ouais. des podcasts les plus techniques, que j'ai fait, mais je pense que l'audience aussi, même si, les gens n'entraînent pas forcément des modèles tous les jours, tu vois? Je pense qu'ils ont un intérêt croissant pour l'IA et que ça reste quand même à la portée de beaucoup de gens. Bon, faut peut-être s'accrocher pour certaines personnes, mais je pense que c'était ultra intéressant, une fois qu'on a accès à ça, quoi. Donc merci encore, Stéphane pour, ton temps, toi qui es Avec très, très occupé en ce moment. avec plaisir, Guillaume. Et voilà, si les gens veulent me suivre sur LinkedIn, tu pourras mettre le lien en description. Et OK, voilà. magnifique. Et ben, merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir.